VIP, votre information patrimoniale avec Banque Palatine, banque des ETI, des dirigeants et banque privée. Bonjour et bienvenue dans VIP, votre information patrimoniale. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la dernière émission avant l'été, alors on vous a concocté une émission VIP sur mesure estivale. On parlera d'abord immobilier. Est-ce le moment de la reprise? Dans quoi investir? Les conseils de notre expert immobilier à suivre. Et l'été, ça peut être aussi le moment de réfléchir à des projets de transmission d'entreprise. C'est à votre service en fin d'émission un notaire et un banquier privé pour répondre aux questions que vous posez sur le pacte Dutreil. Mais avant ça, c'est le récap des dernières informations patrimoniales que vous avez peut-être manquées. Ça fait déjà un peu de temps qu'on le dit, mais nouveau record d'épargne en France au premier trimestre 2025. Le taux d'épargne s'est élevé à 18,8%, selon l'INSEE, 18,8% du revenu disponible brut, loin des niveaux de 15% d'avant Covid. La désinflation n'a pas ramené les Français vers plus de consommation. Face au choc, ils ont plutôt tendance à augmenter leur épargne financière. Et peut-être attention, si vous venez de toucher votre première retraite, le montant peut être dans 10% des cas erroné et dans la très grande majorité, cette erreur est défavorable aux assurés. Selon une estimation de la Cour des comptes, il peut s'agir d'une période de la carrière non prise en compte, d'une majoration pour enfants oubliés ou d'un autre oubli de l'administration. Il faut donc ne pas hésiter à regarder à la loupe votre pension. Un vrai coup de pouce pour les repreneurs d'entreprise. BPI France vient de lancer un nouveau prêt sans garantie pour faciliter la reprise de PME d'ETI. C'est le prêt Croissance Transmission, montant de 50 000 jusqu'à 5 millions d'euros. Taux fixe selon barème en vigueur sur 7 ans avec jusqu'à 2 ans de différé. Objectif, simplifier les transmissions dans un contexte où un dirigeant sur deux partira à la retraite d'ici 10 ans. Et pour plus d'informations sur ces transmissions d'entreprise, je vous invite à rester jusqu'à la fin d'émission. On parlera du pacte Dutreil. On parle voiture maintenant avec la sortie de l'Alpine A390. La française passe à l'électrique. Design entre SUV et sportive. L'A390 mise sur son héritage et sa fabrication locale normande pour se démarquer dans un marché saturé. Plus qu'une voiture, c'est un symbole industriel et un investissement émotionnel qui commence à partir de 70 000 euros. Avec 470 chevaux pour sa version GTS, l'Alpine devra convaincre les puristes et une nouvelle génération d'acheteurs. Et puis sachez enfin que la cote de sa petite sœur, la 110, ne cesse de progresser sur le marché de l'occasion. Allez, tout de suite, on passe au dossier du jour. On parle immobilier. François Strano est avec moi en plateau. Bonjour. Bonjour Aude. Vous êtes directeur du développement chez BPCE Immobilier. De là où vous êtes, vous avez un bel aperçu de ce qui se fait sur ce marché. Alors globalement, est-ce qu'on peut parler de reprise? Alors on ne va pas parler de reprise tout de suite. On va parler peut-être un léger bourgeonnement. Voilà, c'est un peu l'été. Voilà, en fait, il faut bien comprendre que sur l'immobilier aujourd'hui, on navigue un peu à vue en fonction effectivement des événements et de l'actualité. Donc il y a une légère reprise aujourd'hui, que tout le monde s'accorde à accepter. Ceci étant dit, voilà, il faudra voir dans les mois qui viennent ce que ça donnera. Au niveau géographique, est-ce qu'il y a des régions ou des villes où il y a des dynamiques particulièrement intéressantes? Pas vraiment. On a quand même des disparités assez fortes d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Et quand je dis d'une ville à l'autre, c'est même d'une rue à l'autre ou d'un immeuble à l'autre. Il faut bien comprendre qu'en fonction de ce que vous vendez ou de ce que vous voulez acheter, les prix peuvent varier quand même très rapidement. Alors, donc pour acheter dans le résidentiel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment on peut dire qu'une offre est intéressante du coup? Alors, ce qu'il faut regarder aujourd'hui quand même, c'est peut-être encore un petit peu l'ancien avec travaux. C'est là où aujourd'hui on a un peu de valeur ajoutée. On a également des aides de l'État qui vont sûrement disparaître, comme la prime Rénov', alors qui pourra bien évidemment avoir un impact un peu négatif sur les prix. Tu as des incités aux travaux en fait. Voilà. Et puis on a des régions effectivement qui sont toujours un peu plus actives. Je pense bien évidemment à Paris intramuros ou la proche banlieue, en tout cas celle qui est la plus confortable, où les prix se maintiennent légèrement. Après en province, on peut avoir effectivement des disparités fortes également en fonction des régions. Le sud tient un peu mieux que le nord, l'ouest se stabilise aujourd'hui, et puis sur la partie Grand Est, on a également une stabilité au niveau des tarifs qui ont quand même
légèrement baissé depuis quelques années. Donc là, on arrive à une stabilité, on ne baisse plus, mais ce n'est pas non plus le temps de la progression des prix. Oui, voilà, ça baisse moins vite qu'avant, voilà, mais ça continue effectivement à légèrement baisser en fonction des régions. Un mot du marché locatif, parce que là, il n'y a plus de dispositif de défiscalisation, plus de Pinel. Comment ça se traduit sur ce marché-là ? Alors, très grosse tension aujourd'hui sur le marché locatif, aussi bien en location libre qu'en location meublée. Il y a de moins en moins de produits sur le marché, alors qui est lié bien évidemment à l'impact de l'étiquetage DPE. Certains produits ne sont plus aujourd'hui disponibles à la location, et donc on a aujourd'hui une hausse bien évidemment des loyers un peu partout en France, et ça crée une tension quand même assez importante. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Mais est-ce que ça a fait revenir les investisseurs aussi sur ce marché-là, qui se disent si les loyers vont augmenter, ça peut être quand même un bon placement, et s'ils reviennent, quel est leur profil, qu'est-ce qu'ils achètent ? Alors, un investisseur, ce qu'il cherche par définition, c'est du rendement. Le rendement, c'est le rapport entre le loyer annuel et le prix de l'acquisition, bien évidemment. Donc plus mon rendement est fort, plus il est élevé, et moins effectivement ça me coûte tous les mois. Donc on a des investisseurs aujourd'hui qui cherchent soit du rendement, soit de la valeur ajoutée, soit de la plus-value à terme. Alors, les investisseurs sont toujours là sur ce marché. Sur l'ancien aujourd'hui, on arrive à avoir quand même des rendements avec travaux ou sans travaux qui sont globalement assez confortables, au-delà de 5%. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle par rapport à l'épargne réglementée. Et puis après, effectivement, sur la partie peut-être un peu plus sur la valeur ajoutée, sur la plus-value, c'est l'opportunisme de trouver effectivement des actifs aujourd'hui un peu décotés, mais souvent, encore une fois, ils seront décotés parce qu'il y a des travaux à réaliser. Alors pour ceux qui cherchent des bureaux, c'est quoi qui compte aujourd'hui ? C'est l'emplacement avant tout, parce que j'imagine qu'il y a vraiment une différence entre ce qui est en pleine ville, en plein Paris par exemple, et ce qui est en périphérie. Oui, alors pour le bureau comme pour le logement, on a toujours dit l'emplacement. C'est encore plus vrai aujourd'hui sur le bureau. Le bureau aujourd'hui, il faut bien distinguer effectivement le bureau désirable du bureau indésirable. Alors le bureau désirable, c'est celui qui est dans ce qu'on appelle le QCA, quartier central des affaires, comme l'Opéra aujourd'hui à Paris dans le 9e. C'est un quartier qui est agréable, bien évidemment. C'est un quartier où on a une excellente desserte, où on a tout ce qu'il faut éventuellement entre midi et 2 pour aller faire quelques courses, et puis éventuellement aller prendre un petit cocktail le soir après le déjeuner. Donc, ce bureau, effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie demande sur ce bureau désirable. Et à côté de ça, vous avez des bureaux aujourd'hui qui sont parfaitement vides et on ne sait même plus quoi en faire. Oui, donc en fait, l'emplacement, on regarde ça toujours si on veut investir. Et si on regarde le commerce, est-ce que c'est toujours une bonne idée d'investir dans un commerce avec la généralisation du commerce en ligne ? Alors, le commerce, c'est également une autre classe d'actifs qui, pendant très longtemps, a été soutenue par les banques, d'une part, qui étaient très friands, bien évidemment, d'avoir des pieds d'immeubles pour faire des agences, par également la grande distribution, Monoprix, Carrefour Market, voilà, il y avait effectivement toute cette partie-là. Et puis on a eu pendant quelques années, notamment pendant et après le Covid, des enseignes qui étaient très recherchées sur la décoration, sur le jardinage, le bricolage, tout ce qui a effectivement très bien fonctionné pendant le Covid. Et puis aujourd'hui, c'est un peu différent. On est un peu moins sur le jardinage, on est un peu moins sur le bricolage, on est un peu moins sur la décoration. Et puis vous avez notamment quelques secteurs d'activité, je pense au prêt-à-porter, qui souffrent un peu. Donc voilà, le commerce se redessine aujourd'hui. Mais est-ce qu'on préfère les entrepôts au commerce ? C'est plus facile, bien évidemment. C'est plus facile, c'est plus rentable. On a une vraie demande aujourd'hui sur ce qu'on appelle la logistique, sur l'entrepôt, notamment sur l'Île-de-France, parce qu'à Paris, c'est un peu compliqué. Et l'entrepôt aujourd'hui, en termes de rendement, est bien supérieur à ce qu'on pourrait effectivement trouver sur du commerce. Alors en général, dans les mois à venir, est-ce qu'il y a des signaux faibles à surveiller qui pourraient freiner ou au contraire faire repartir le marché ? Là, on arrive à la fin d'un cycle de baisse de taux. Est-ce qu'il y a aussi des choses à attendre sur la fiscalité ? Alors malheureusement, sur la fiscalité, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. On le souhaiterait, bien évidemment, on souhaiterait que la fiscalité revienne. Encore qu'il y a le statut du bailleur privé qui pourrait refaire revenir de l'amortissement dans les acquisitions, ce qui pourrait être un élément important pour les investisseurs. Sur la partie fiscale, on l'a vu, disparition du Pinel, qui a créé bien évidemment un marché un peu ralenti sur le neuf notamment. Et puis on pense tous que la prime rénov va disparaître. Et donc ça aura bien évidemment un impact sur le logement, notamment sur le logement ancien avec travaux. Et sur les taux, est-ce qu'on va aller beaucoup plus bas ou
Alors aujourd'hui, en taux moyen, on est sur à peu près du 3,06%. Voilà, ça a un tout petit peu baissé ou légèrement baissé il y a encore quelques mois de cela. Je pense qu'on est arrivé à un point bas. Je ne pense pas qu'on puisse revenir sur des taux d'intérêt entre 1,50 et 2%. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais globalement, je pense que sur les taux d'intérêt aujourd'hui, on est arrivé au plancher. Donc se satisfaire de ce que l'on a. Merci beaucoup, François. Je vous en prie, Aude. Allez, tout de suite, on se place à votre service. À votre service, aujourd'hui, on a décidé de vous parler du pacte Dutreil. Déjà, de vous rappeler ce que c'est, quels enjeux, et peut-être vous alerter, vous donner des idées. Avec moi en plateau, Maître Moreau-Cotten, bonjour. Vous êtes notaire à Paris et Sébastien Coiffard, bonjour Sébastien. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Banque Palatine. Alors, principale chose à savoir sur le Dutreil, dispositif d'optimisation fiscale pour payer moins d'impôts de taxes en cas de donation, succession des parts d'une société. Sébastien, peut-être qui ça concerne, à qui vous le conseillez, vous ? Alors, on va le conseiller à toute personne qui s'intéresse, qui se pose des questions sur une transmission d'entreprise, mais au sens très large, puisque le pacte Dutreil il a un champ d'application très large. Il s'applique aux entreprises individuelles, aux sociétés, PME, ETI, qu'elles soient cotées en bourse ou non cotées. Le pacte Dutreil va même s'appliquer aux sociétés qui n'ont pas leur siège social en France. Mais la donation et la succession doivent être traitées fiscalement en France. Donc le dispositif, vous l'avez dit, c'est un abattement de 75% sur la valeur de la société pour calculer les droits. Pour calculer les droits de donation, de succession. Prenons un exemple, on a une société qui vaut 1 million d'euros. Sans pacte Dutreil, les droits sont calculés sur 1 million d'euros. Et avec le pacte Dutreil, on applique l'abattement de 75%. Donc les droits sont calculés sur 250 000 euros. Donc on comprend bien l'efficacité du dispositif d'un point de vue fiscal. Ouais, le grand principe, c'est favoriser la transmission. Mettre peut-être quelles conditions d'application, il y a des délais, des durées à respecter notamment. Oui, tout à fait, parce qu'on est sur un régime de faveur, donc forcément quand il y a une économie fiscale pour le contribuable, en contrepartie, il y a certaines obligations. Si on se concentre sur les entreprises sous forme sociétaire, on laisse de côté l'entreprise individuelle pour l'instant, les conditions, ça va être tout d'abord un engagement collectif, c'est-à-dire qu'il faut un ou plusieurs associés de la société qui s'engagent collectivement à conserver un certain nombre de titres, un certain pourcentage de titres qui atteint des seuils, donc pour les sociétés non cotées par exemple, ça va être 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Ils s'engagent pendant un minimum de 2 ans à conserver ces titres et la transmission va pouvoir intervenir pendant ce délai de 2 ans. Ensuite, deuxième condition, à la fin de ce délai de 2 ans et au moment de la transmission, les bénéficiaires de la transmission doivent s'engager pendant une période de 4 ans, qui commence à courir à la fin de l'engagement collectif, à conserver les titres qu'ils reçoivent. Troisième condition, c'est une condition relative aux fonctions de direction. Il faut que pendant l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, il y ait soit un membre de l'engagement collectif, soit l'un des bénéficiaires de la transmission qui exerce une fonction de direction éligible dans la société objet du pacte Dutreil. Donc comment on formalise ce pacte ? Ça a un coût, j'imagine, et on fait ça avec un notaire, justement. Oui, alors ça peut être avec un notaire ou avec un avocat. Globalement, sur le pacte Dutreil, on est de toute façon sur des dossiers sur lesquels le notaire, l'avocat et les différents conseils des clients travaillent ensemble. Et pour le formaliser, finalement, le pacte Dutreil, c'est un document relativement simple, mais qui est extrêmement important. Et il suffit donc de réunir les associés avec le nombre de titres suffisants et de formaliser qu'ils vont s'engager pendant les durées fixées. Ensuite, ce pacte-là, soit c'est un acte sous seing privé et il faut l'enregistrer, les 2 ans de conservation collective vont commencer à courir à ce moment-là, soit on passe l'acte devant notaire et il prend date au moment de la signature, c'est la force de l'acte authentique. Et au niveau du coût, on est sur une fiscalité de 125 €, vous en conviendrez, c'est relativement limité compte tenu des avantages que ça peut apporter. Après, évidemment, il y a les coûts des conseils, avocats, notaires qui peuvent accompagner sur la rédaction, où là, ça fait l'objet d'honoraires libres, mais qui généralement sont assez limités par rapport au gain fiscal que ça peut représenter. Oui, à prendre en compte. Je me tourne vers vous, Sébastien. Dans quel cas c'est avantageux et est-ce que c'est toujours avantageux de faire un Dutreil ? Alors, c'est avantageux pour faire une donation, effectivement. À l'heure actuelle, dans les transmissions d'entreprise, 90% des transmissions dans un cadre familial se font avec le pacte Dutreil, donc avec l'exonération du pacte Dutreil. Si j'ai un projet de cession ou si j'ai fait rentrer un fonds au capital de ma société et que je sais pertinemment que le fonds va devoir sortir dans une prochaine échéance,
Dans ce cas-là, le pacte Dutreil, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant parce qu'on a cette obligation de conserver les titres. Donc on est sur une conservation longue, donc il ne faut pas avoir un projet de cession immédiat. Si je n'ai pas de projet de donation immédiat, mais que je veux protéger mes héritiers, on peut aussi faire un pacte Dutreil qui est un pacte Dutreil préventif. Donc il servira, il existera au jour de la succession. Et les droits de succession seront calculés après abattement de 75%. Mais le bon conseil, à mon sens, c'est effectivement de consulter un expert comptable, un notaire, un avocat, pour s'assurer que la société est bien éligible au pacte Dutreil. Parce qu'il y a beaucoup de conditions, mais le pacte Dutreil ne laisse pas de place à la nuance. Soit il s'applique, parce que toutes les conditions sont réunies, soit une seule condition n'est pas réunie et il ne s'applique pas en totalité. Donc il va falloir définir si l'activité de la société permet de signer le pacte Dutreil sur les titres de cette structure. Et pour qu'elle soit éligible, c'est une structure opérationnelle qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, on est confronté de plus en plus souvent à des dirigeants qui détiennent leur société au travers de holdings. Et donc là, il y a un niveau de complexité supplémentaire. La question se pose de savoir où est-ce que je positionne le pacte Dutreil. Est-ce que je le mets sur les titres de la structure holding ? Mais encore faut-il qu'elle soit éligible. Si son activité, c'est uniquement détenir des participations, c'est une activité civile. Donc elle n'est pas éligible au Dutreil. En revanche, si elle détermine la politique du groupe et si elle contrôle ses filiales, éventuellement c'est une holding animatrice. Et donc son activité est assimilée à une activité commerciale et on peut signer un pacte Dutreil sur ces titres. L'enjeu ici du positionnement du Dutreil, c'est que plus on le positionne haut dans un organigramme, plus l'impact fiscal est important. Parce qu'il emporte finalement l'exonération partielle de tout ce que possède le groupe. Et si on a un doute sur l'application du Dutreil sur une structure holding, on va le positionner plus bas sur la première filiale éligible avec un impact fiscal moindre. Maître, est-ce que vous avez des recommandations et est-ce qu'on peut aller encore plus loin en cumulant avec d'autres dispositifs qui existent ? Oui, on peut le cumuler. Alors juste peut-être pour revenir en complément sur la question des holdings, parce que là on voit qu'on peut se positionner à plusieurs niveaux. En fait, on peut avoir des holdings animatrices, mais aussi des holdings qu'on appelle passives, qui ont de la pure détention. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va être en dehors du régime Dutreil, dès lors qu'en dessous on a des sociétés opérationnelles. On a le droit d'avoir des sociétés interposées dans la limite de 2 degrés d'interposition, on va pouvoir bénéficier du Dutreil. D'où l'intérêt de bien savoir où on positionne. Ensuite, ce dispositif Dutreil, il est cumulable avec différents autres dispositifs, la transmission aux salariés par exemple, qui peut bénéficier d'un abattement spécifique, et également et surtout la donation en démembrement. Vous en aviez déjà parlé dans un précédent épisode. L'avantage du démembrement, c'est que quand je donne la nue propriété, je ne suis pas taxé sur 100% de la valeur, mais une valeur décotée en fonction de la valeur de l'usufruit et donc de l'âge de l'usufruitier. Ce mécanisme de démembrement, il va pouvoir être cumulé avec le régime Dutreil. Donc si on a par exemple un donateur qui est âgé de 52 ans par exemple, s'il donne, il va pouvoir bénéficier dans un premier temps d'une réduction d'une déduction de la valeur de son usufruit pour 50%, puis ensuite de l'exonération de 75%. Donc, mécanisme extrêmement efficace. Évidemment, quand on a un dispositif très efficace, en face, on a toujours des contraintes, des obligations. Et donc, pour pouvoir bénéficier du Dutreil dans le cadre d'une donation démembrée, il faut que les statuts limitent les droits de vote de l'usufruitier à l'affectation du résultat. Donc indirectement, si je transmets en nue propriété, je transmets un petit peu le pouvoir. Peut-être un autre cumul, Sébastien ? Oui, alors il y a un autre cumul, c'est la réduction d'impôt. C'est-à-dire qu'en matière de Dutreil, si je donne des parts en pleine propriété, si le donateur a moins de 70 ans, donc j'applique l'abattement des 75%, je calcule mes droits de donation, et une fois qu'ils sont calculés, ils sont automatiquement réduits de 50%. Donc on a un vrai cumul, c'est-à-dire qu'on passe d'une fiscalité maximale de 45% sans Dutreil. Avec le Dutreil, on va tomber à un peu plus de 11%, et avec la réduction de droits, on est à 5% de fiscalité. Et ça, c'est sans autre condition que l'âge de celui qui donne et le fait de donner des titres en pleine propriété. Enfin, si on regarde ça maintenant, c'est aussi parce qu'on ne sait pas forcément ce qui peut l'advenir de ce pacte. Il y a des propositions de loi qui sont discutées en ce moment. Alors, à quelles évolutions s'attendent et comment les prévenir peut-être, Sébastien ? On peut s'attendre à un resserrement du dispositif, puisqu'on a vu qu'il était très généreux d'un point de vue fiscal. Et qu'on cherche des économies en ce moment. On cherche des économies, mais le coût du Dutreil sur les finances publiques, il n'est pas clair. Bercy parle de 800 millions d'euros. Le Conseil d'analyse économique parle de 2 à 3 milliards d'euros. Donc je pense que la première étape, c'est vraiment déterminer le coût du Dutreil sur les finances publiques.
et ensuite, éventuellement, proposer des aménagements au dispositif dans un cadre plus consensuel. Et peut-être un mot à rajouter, Maître? Dernier mot. Bien sûr. On sait aujourd'hui que le Dutreil est un peu dans le viseur de Bercy. Donc, une chose est à peu près certaine, c'est que le dispositif ne sera pas plus favorable demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous avez un projet de transmission, allez voir votre notaire, allez voir votre banquier, vos conseils habituels pour peut-être lancer les choses. Les réformes qu'on voit, ce sera sans doute soit une réduction du montant, donc du pourcentage d'exonération, soit peut-être un resserrement du Dutreil sur les actifs purement éligible, parce que comme le disait Sébastien tout à l'heure, quand vous avez une société qui a plusieurs activités, une éligible, une autre non éligible, pour autant que l'activité éligible soit prépondérante ou principale, l'ensemble va être exonéré. Demain, ce ne sera peut-être pas le cas. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour nous avoir éclairés sur le pacte Dutreil. C'est la fin de ce VIP. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.